Okay. Without further ado, I'd like to bring up Ann Tevis. We're very happy Nous, to have Ann with us. She's nous been doing allons this work for 20 years. travailler avec Tivas qui fait ce travail pour We bring nous this depuis de expertise nombreuses forward. années. Here now, also, Nous allons entendre we talked a lot about maintenant. football, On a parlé right? de Big football, sports, big, un sport très important, well-researched sports. It's important doté de that we ressources not only get importantes. perspectives from around the world, but also from sports big Il and est small. important So with d'avoir that, le we've point de invited vue in de différents other sports, sports petits ou grands. federations Et donc that nous avons we invité haven't heard d'autres from as of yet, and it's very important to get their fédérations de perspective. sport dont nous n'avons pas forcément So entendu with no parler. further ado, I'd Sans like plus to turn attendre, the floor over to the very je capable donne hands la of Ann Tevis. parole à ma collègue. Tout d'abord, je voudrais remercier Dorothy et Marie qui ont fait en sorte que nous puissions parler de la protection des enfants et des adultes dans le sport. Les 18 dernières années, nous nous sommes concentrés sur la violence contre les enfants et les adultes dans le sport. Il y a un panel très intéressant, Sarah Louis et Anna Power, qui vont apporter une contribution une fois que j'aurai procédé à l'introduction. Je vais demander à Hailey de faire passons donc je demanderai de faire défiler les transparents. Nous aurons peu de temps, j'espère que les interprètes sont en forme parce que nous allons aller très vite. Je vous demanderai de passer le transparent pour faire apparaître. Alors, lorsque nous avons commencé dans ce domaine, il n'y avait pas du tout de prise en compte des enfants des droits de l'homme. Il n'y avait pas de prescription stratégique pour ce qui est la protection des enfants ou des athlètes. Ce qui est important, je voudrais me concentrer sur un message, celui de la recherche. Il n'y en avait pratiquement pas, mis à part quelques pionniers comme Corey Foster. Mais ces personnes, y compris ont reçu des peines de mort lorsqu'ils ont mené des recherches dans ce domaine. Et c'est vraiment effrayant. Nous avons déterminé que les droits des enfants étaient un petit peu plus avancés que celui des enfants. Ça paraît difficile à croire, mais c'était le cas. Il n'y avait pas de prise en compte d'autres groupes qui pourraient être plus vulnérables en matière d'abus. Il y avait très peu de recherches. Au départ, comme nous l'avons entendu récemment, avec les allégations dans le domaine du football et de la gymnastique, le moteur du changement, c'était des cas très visibles de violences sexuelles ou physiques qui ont été repris par les médias. Et donc, il y a eu peu d'actions qui ont été prises d'une manière proactive. La plupart du temps, c'était des réactions parce que les médias avaient parlé du rôle du sponsorship et d'une manière négative. On a été indiqué, est-ce que les parents voulaient envoyer leurs enfants dans un club où il y a des gens qui ont été condamnés à de multiples années de prison pour avoir abusé d'athlètes. La plupart des politiques, des interventions stratégiques étaient basées sur des réactions à la situation de quelques personnes isolées, particulièrement nocives. On n'a pas considéré que c'était un problème de fond lié à l'éducation, à la santé, etc. Les voix des athlètes et des enfants ne se faisaient pas entendre. En fait, il faut avoir une approche qui aille de l'enfance à l'adulte et à tous les niveaux de performance. Il ne faut pas qu'il y ait de hiatus.
Ouais. Donc, quelques images pour mieux expliquer ce que je veux dire, avoir une représentation visuelle de ce dont on parle. Il est important de voir cela de temps en temps. Vous aurez probablement déjà vu ce transparent plusieurs fois. Je cesserai d'utiliser lorsque toutes les têtes seront sorties du sable. Certains disent ça concerne tel ou tel sport, pas le nôtre. Et ces gens-là continuent à avoir leur tête dans le sable. Alors, il y a différents rôles dans le sport. Vous ne connaissez pas tous ce sujet. Donc, il y a les différentes formes d'abus dont on parle. Je vais vous le rappeler. On utilise les définitions dans les déclarations de consensus du CIO sur la prévention du harcèlement et des abus dans le sport. Je ne vais pas utiliser souvent l'image de Larry Nassar, mais je veux simplement dire, pour ce qui est de la violence sexuelle, cette personne a eu un rôle extrêmement négatif. Je préférerais présenter l'image de personnes qui réagissent et qui font en sorte que cela n'existe plus. Les abus physiques, je ne vais pas montrer la vidéo. Il y a des lésions qui sont infligées par des coachs qui ne savent pas ce qu'ils font, qui forcent des filles, par exemple, à faire des grands écarts qui sont extrêmement douloureux. Et ce petit garçon, il a 4 ans. Son père veut qu'il n'ait peur de rien, quel que soit le contexte. Et alors qu'il faisait moins 13, il a mis dans cette tenue à l'extérieur. Il y a un certain nombre de définitions que vous pourrez lire à tête reposée. Alors, il y a la notion de sauvegarde. Ce sont les mesures mises en place pour qu'il y ait des politiques susceptibles de réduire la fréquence des problèmes. La protection, c'est ce que nous faisons lorsqu'il faut prendre une mesure, lorsqu'un enfant ou un adulte spécifique risque de faire l'objet d'abus. Alors, ensuite, il y a le dommage, l'impact. La violence, c'est tout. Ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est les abus psychologiques et verbaux. Il y a un déséquilibre de pouvoir. Il y a toute une série d'autres nouvelles questions. La violence fondée sur le sexe dans le sport. Et puis, il y a aussi la question d'adultes en situation de risque avec l'esclavage moderne, etc. Je voudrais remercier les jeunes qui ont apporté une contribution à cette étude. Je voudrais que vous ayez tout cela présent à l'esprit. Il nous a dit, je voudrais que les grands décideurs s'assurent que tous ceux qui gèrent des programmes sportifs soient formés et éduqués aux sauvegardes. Si l'on veut faire disparaître l'ignorance, il faut prendre des mesures. Et maintenant, je voudrais parler des politiques. Alors, pour ce qui est des recherches, il y a un élément qu'il faut reconnaître, c'est la vulnérabilité d'un grand nombre de jeunes et d'adultes. Il y a eu une recherche Waterman en Belgique. Il y a des groupes, pour savoir s'il y avait des groupes soumis à la discrimination. Et on voit que tous ceux qui appartiennent à ces groupes risquent d'être l'objet de toute forme d'abus. Une recherche plus récente au Canada, concentrée sur des athlètes d'élite actuels ou passés, et souvent les abus psychologiques ou la violence psychologique sont très fréquents et ça ouvre souvent la porte à d'autres violences. Des jeunes
personnes talentueuses risquent d'être soumises à ce type d'abus. Je voudrais maintenant vous présenter une situation d'un survivant de l'Holocauste. Ce qui blesse le plus les victimes, ce n'est pas la cruauté des oppresseurs, mais le silence de l'entourage. Nous avons tous ce défi. Nous devons nous assurer que nous ne restons pas indifférents alors que nous pouvons agir. Alors, ce transparent est lié au fait qu'il y a des différences dans les législations, les ministères, les organes statutaires pour la protection des enfants et des adultes ne travaillent pas avec les agences. Donc, il faut absolument combler le fossé entre les différentes instances et entités. Ces 2 jours, on a parlé des conventions internationales qui ont été mises en place, du travail intergouvernemental. Alors, je l'ai dit, il ne faut pas s'appuyer sur un gouvernement parce que les gouvernements changent, les priorités aussi, les ressources vont et viennent. Et ça risque de ralentir le progrès. Ce sont des éléments d'influence, des agents d'influence, mais ne sont pas les seuls. En 2014, nous avons créé une déclaration pour un sport sûr sous les auspices de City Brackenridge et récemment, nous avons publié une déclaration universelle des droits des sportifs. Au niveau international, nous avons commencé avec de l'UNICEF où M. Santos País et ses collègues ont mené une étude sur la violence au sein de l'UNICEF. Nous avons envoyé des programmes pour le sport et le développement. Et il y a toute une série d'experts qui se sont réunis pour répondre aux questions que nous avons posées. Cela aboutit à la première revue pour la protection des enfants dans le sport au niveau international. En 2012, nous sommes rencontrés à Londres dans un café et pour voir ce que nous pourrions faire au cours de ces années olympiques et paralympiques pour protéger les enfants. Pourquoi ne pas lancer une initiative pour essayer de protéger les enfants partout dans le monde? Et nous avons besoin d'amis pour le faire. Cela a amené à l'élaboration de l'initiative et le projet pour la sauvegarde des enfants. Et nous allons vous présenter un document que nous aimerions que vous défendiez avec nous et appliquiez. Alors maintenant, autre transparent, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu des enquêtes au niveau national pour ce qui est des abus à l'égard d'enfants. Ce que nous avons vu au Royaume-Uni, c'est l'opération Hydrant qui a été mise en place pour répondre à des abus de violence, des allégations de la part de footballeurs. L'accent a été mis sur la protection des enfants. On a vu la même chose au niveau de la Commission australienne et dans l'enquête aux États-Unis intitulée Ropes and Gray. Alors, maintenant, tournons-nous vers quelque chose de plus encourageant. Il y a une multiplication des collaborations entre les différents projets, entre les différentes agences de protection, les athlètes et tous ceux qui sont affectés par des abus. Nous avons lancé une campagne lors de la Journée universelle pour les enfants pour que des mesures soient prises et que les mesures de sauvegarde internationale soient une source d'inspiration. Et c'est le cas pour le comité olympique, par exemple. Récemment, il y a eu des directives pour les fédérations nationales et internationales et ça a également servi de base à la boîte à outils de la FIFA.
Je ne vais pas lire toutes les mesures de sauvegarde. Il y a des projets particulièrement importants dont vous avez peut-être entendu parler. Je félicite Elda Marina. Ces campagnes sont extrêmement importantes. Il faut entendre les enfants. Et cela est essentiel. Il y a le projet Voice également. Si vous ne le connaissez pas, c'est un projet pionnier pour faire entendre la voix de ceux qui ont été affectés par la violence dans le sport, par des abus dans leur enfance. Je remercie ceux qui ont entrepris ce travail pour leur courage. Alors ça, c'est iProtect projet. Une personne qui a connu la violence dans le domaine de la gymnastique a créé une boîte à outils pour aider les organisations à agir. Il faut travailler sur le terrain, il faut aider les clubs, les coachs, les parents à agir. On a parlé déjà du CIO. Voilà quelques images de la boîte à outils et du programme Guardians de la FIFA. Les conditions de base pour le changement. C'est un résumé avant de passer à la discussion. Il y a besoin de plus de sensibilisation, d'éducation et de format. Nous devons éliminer l'ignorance. Il faut un changement culturel. Il ne s'agit pas de mettre en place des procédures ou des politiques. Il faut vraiment changer les attitudes et considérer comme prioritaire le bien-être des enfants. Il faut écouter ces personnes et s'assurer que leur voix se fasse entendre à toute occasion, que ces voix soient intégrées. D'autres l'ont dit, en particulier David Gregenberg, c'est la responsabilité de tous. Il faut du leadership, il faut du courage, il faut qu'il y ait une approche sans hiatus. Il faut travailler à tous les niveaux de participation. Il faut une approche holistique du bien-être des athlètes. Et comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait une approche basée sur les droits pluridisciplinaires et pluriinstitutionnels. Nous avons commencé ces actions en 2002. J'ai trouvé un document historique, une lettre. Donc, il s'est dit qu'il devait y avoir une présentation de la protection avec devant le Parlement. Le championnat du monde étant bientôt d'actualité, nous devons prendre des mesures. Il nous a fallu du temps, mais nous y sommes. Brièvement, nous allons montrer ce film, Guardians. Non, ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez imaginer. J'espère que je pourrai vous le montrer plus tard. Ensuite, ce que nous avons fait dans le cadre de Safe Sport International. Il y a un grand nombre de membres de groupes consultatifs. Nous avons essayé de partager les connaissances, mettre en place des collaborations et faire comprendre notre travail. Nous vous invitons au Québec l'année prochaine pour la conférence internationale. L'année dernière, nous avons été reçus par le Conseil espagnol pour le sport pour notre première conférence sur les enfants. J'espère que vous pourrez être à Québec l'année prochaine. Il y aura 400 ou 500 chercheurs, praticiens ou décideurs dans ce domaine qui se réuniront. C'est la fin de la séance. Je demanderai aux membres du panel les objectifs de la session. Si vous voulez comprendre ce que cela veut dire dans le sport d'élite, je vous demande de regarder la vidéo de Mary Kane qui est sortie il y a quelques semaines sur l'expérience des sportifs de haut niveau. Je vais demander aux membres du panel de se présenter. Aaron, voulez-vous bien commencer? Je suis Aaron. Je suis un ambassadeur de la jeunesse de Belfast, en Irlande du Nord.
Pour moi, c'est extraordinaire que d'être ici. C'est un immense honneur. C'est un sujet qui me passionne. J'ai vraiment beaucoup apprécié de pouvoir participer à cette activité. J'espère que mon expérience sera utile. Bonjour, je suis Gigi Alford. Je suis directrice sportive des droits de l'homme à l'Association mondiale des sportifs World Players. Nous regroupons des athlètes dans le monde entier. C'est la voix des athlètes organisés dans la gouvernance du sport au niveau mondial. Je suis également coordinatrice pour la Sport and Rights Alliance, qui regroupe des syndicats et d'autres pour faire entendre la voix des sportifs dans ce type de cas. Je suis Red Louis, secrétaire général adjoint de World Archery, donc de la Fédération mondiale du tir à l'arc. On m'a demandé de participer à ce panel et je pensais que nous n'étions peut-être pas le meilleur exemple. Nous faisons de notre mieux, mais parmi les fédérations internationales, nous ne serions pas le meilleur exemple. Nous ne serions peut-être pas les plus représentatifs, mais je présente le point de vue d'un sport moins connu. Nous avons agi, nous devons nous battre et nous avons commencé notre chemin. Je suis Aine Power, directrice juridique adjointe à la Fédération internationale équestre, qui regroupe différentes fédérations dans le monde. Depuis le début de l'année, nous sommes un des 3 membres de l'équipe de protection du FEI, pardon. Je veux dire que Siret a été très humble. Je sais le rôle du tir à l'arc et sa fédération a un rôle très important, joue un rôle très important, en particulier ici à Lausanne. Merci. Nous allons demander aux organisations de parler de leur motivation. Est-ce que vous avez agi de manière proactive ou réactive? Un petit peu les deux. Nous nous sommes rendus compte qu'il allait probablement y avoir des cas qui allaient surgir et nous nous avons dit que nous devions être prêts et faire face. Nous avons vu ce qui se passait aux États-Unis. Nous sommes rendus compte que cela aurait forcément des répercussions pour notre sport et nous avons un peu sorti notre tête du sable. Comme vous l'avez dit, il y a certains groupes qui sont particulièrement vulnérables. Le président était membre de l'OIC, du CIO. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses à faire et nous sommes préparés pour faire face aux cas éventuels qui pourraient apparaître. Pour nous, c'est aussi une association des deux. Tout d'abord, ça figurait déjà dans notre code d'éthique. C'est indiqué toute forme de discrimination, harcèlement ou abus était inadmissible et ne serait pas toléré. Toutefois, il n'y avait pas de procédure spécifique pour y faire face. C'était le même type de procédure que toute autre violation de principes éthiques. Donc, il y avait le consensus du CIO qui nous a donné un élan, et puis des cas très connus qui ont montré les dégâts qui pouvaient être occasionnés à une organisation si quelque chose de ce type se produit. Mais ce n'était pas uniquement pour cela. Il y a également eu un cas dans une de nos manifestations
il y a eu des réactions rapides de la part du comité local et de la police, mais on s'est rendu compte qu'il fallait nous préparer, que nous devions avoir de meilleures procédures. Merci, Gigi. Pourquoi ce sujet est-il si important pour la World Players Association? Nous sommes concentrés sur les droits de l'homme, les droits des athlètes. Ça inclut les droits des enfants, bien entendu, pour les enfants athlètes. Nous voyons d'abord l'être humain et ensuite l'athlète, et d'abord l'enfant et ensuite l'athlète. Et nous avons compris qu'il y avait un fossé, des lacunes dans le monde, et nous avons établi un lien entre les droits, la reconnaissance de ces identités et les documents constitutionnels qui régissent le sport. Nous avons mis l'accent sur la culture des institutions qui doivent protéger le sport. Nous voulons en fait qu'il y ait des changements et qu'on ne protège plus le sport, mais les personnes. Merci, Gigi. J'étais très émue ce matin et vous l'avez dit à plusieurs reprises, les organisations ne savent pas par où commencer. Donc, je voudrais savoir par où vous avez commencé et quelles ont été vos priorités. Tout d'abord, nous avons commencé par les définitions et pour travailler de manière plus spécifique. C'était le plus facile, en fait. Et nous avons en même temps formé notre personnel. Nous avons mené une enquête parmi les athlètes et le personnel pour comprendre quelle était la situation véritable. Nous avons mené une campagne de sensibilisation. Nous avons essayé de trouver une manière de quantifier ou de mesurer l'efficacité de notre travail. Nous souhaitions savoir si nous sensibilisions vraiment les gens. Et bien évidemment, il s'agissait également de travailler sur les documents de procédure. Et je crois que c'est la plus grande difficulté que nous ayons rencontrée jusqu'à maintenant. Nous avons une expérience à peu près similaire. Notre département juridique a été chargé de rédiger des règles et des politiques. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien, donc ça nous paraissait assez simple. Ça ne nous paraissait pas être un grand défi. Surtout car nous travaillons sur cette boîte à outils. On s'est rendu compte finalement que c'était beaucoup plus difficile que prévu, et particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre. C'est là qu'il s'est avéré que nous n'avions pas, et je n'ai pas honte de le dire, l'expérience suffisante. Nous n'avons pas été formés à cette fin non plus. Et lorsqu'on accepte un tel emploi, ou évidemment, enfin moi quand j'ai accepté ce poste, je ne m'attendais pas à avoir affaire à de tels cas. Donc c'était un petit peu beaucoup. Nous nous sommes alors tournés vers Anne, entre autres, afin qu'elle nous aide. D'une part, pour nous former avec des choses très simples, des choses qu'on doit faire et des choses qu'on doit éviter. Puis ensuite, nous les avons appelés pour nous aider à former les personnes au siège, ne serait-ce que la personne à la réception. Si elle reçoit un appel d'une personne qui souhaite porter plainte, à qui doit-elle transférer l'appel? Donc des petites choses aussi simples que cela se sont avérées extrêmement utiles. Nous avons également formé notre panel judiciaire indépendant parce que les affaires en général leur sont transmises. Il y a donc pas mal d'expérience maintenant parmi les membres. Nous avons passé en revue des études de cas, et j'en passe. Sport International et d'autres agences externes ont été extrêmement utiles en la matière. Il est important que les fédérations sportives soient formées. Il est important que l'on parle de ces choses-là au sein des fédérations au quotidien. Ce n'est pas ce que fait une confédération habituellement. On parle en général de sport, de compétition et des choses qu'on associe en général aux fédérations sportives. Beaucoup de fédérations ne sont donc pas équipées pour évoquer ces questions, et plus nous recevrons d'aide, mieux ce sera, afin de pouvoir mettre les infrastructures nécessaires en place. Merci. Gardez le microphone. Lorsque vous avez commencé, comme vous l'avez dit, pour beaucoup de fédérations internationales, ce n'était pas considéré comme étant le cœur d'affaires en quelque sorte. Même chose pour la direction ou les directions. Qu'est-ce qui vous a aidé? Quelles ont été les pierres d'achoppement, notamment avec votre équipe de direction? Comme je le disais brièvement tout à l'heure,
Nous avons de la chance que le secrétaire général président ait pleinement accepté cette initiative. Lorsque nous avons présenté notre politique au Conseil, nous avions des avocats très forts au sein du Conseil qui nous ont aidés dans ces deux personnes. Et puis, pour ce qui est des pierres d'achoppement, ce n'est pas un secret, dans le monde des fédérations internationales, on regarde surtout les dirigeants, et les dirigeants sont des hommes, en général des hommes de générations plus anciennes. Et il y a parmi ces personnes un sous-groupe qui n'est pas tout à fait à l'aise avec les termes qu'on doit utiliser pour communiquer de manière efficace sur ces sujets. Ils n'ont pas l'habitude d'utiliser des termes comme harcèlement sexuel au quotidien et ils ne sont pas vraiment très à l'aise. Mais nous souhaitions néanmoins qu'ils comprennent pleinement ce qu'ils adoptaient, ce qu'ils signaient. Il fallait donc qu'ils sortent un peu de leur zone de confort. Une fois que ça s'est produit, ça a été plus facile. Même chose lorsque l'on essaye d'éduquer les fédérations nationales. Certains collègues craignaient que l'on offense certaines personnes du fait de certaines sensibilités culturelles et qui ne seraient donc même pas à même d'absorber le message. Mais nous avons donc dû pousser à la roue en disant oui, c'est quelque chose qui ne met personne à l'aise, mais ce n'est pas parce que ça la met les gens mal à l'aise que ça ne se produira pas dans votre fédération. La bonne chose, d'une certaine manière, c'est que lorsque nous avons parlé à ces fédérations de ces sujets, elles ont souhaité en apprendre davantage. Elles n'ont pas du tout eu honte, en tout cas certainement pas autant honte que ce que nous pensions, ce que d'aucuns pensaient. Ça a été une bonne leçon. Il ne faut pas avoir peur d'évoquer ces questions, tout simplement. Nous avons eu une expérience tout à fait similaire. Notre direction a immédiatement été acquise à la cause. Je dirais même d'ailleurs qu'elle a été très active naturellement, très précocement par rapport à d'autres fédérations internationales. La direction a soulevé cette question. Si vous me posez la question de savoir ce qui a été utile, je dirais que l'initiative des fédérations internationales qui pensaient qu'il était temps d'agir également, mais qui ne savaient pas vraiment comment procéder. Au début, il y avait 7 fédérations internationales basées à Lausanne qui ont donc établi un contact entre elles, qui ont dit, écoutez, nous avons le sentiment que nous devons agir, mais nous ne savons pas vraiment comment procéder. Ça a été une initiative des fédérations internationales que de se réunir autour d'une même table pour évoquer la question de savoir comment résoudre les problèmes, de voir quelles étaient les mesures à prendre. Cette coopération, en d'autres termes, a été absolument essentielle. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à autre chose. On a parlé de la participation, de faire intervenir l'importance de la participation des parties prenantes, des enfants, des jeunes, des athlètes. Vous avez déjà commencé à travailler, à faire intervenir les athlètes, si je ne m'abuse, dans le tir à l'arc, très tôt. Oui, effectivement. Nous avons tout d'abord mené une étude très large avec nos participants, nos athlètes, afin de bien comprendre comment ils perçoivent ce problème, s'ils en sont conscients, est-ce qu'ils porteraient plainte, saurait-il comment le faire si cela arrivait. Et puis, lorsque nous avons commencé à débattre de politique, nous avons fait intervenir un ancien champion médaillé, une ancienne championne médaillée qui est devenue l'une de nos premières personnes chargées donc de garantie. Je suis moi-même une ancienne athlète. On ne peut pas dire que les athlètes n'aient pas participé à ce processus, par conséquent. Nous avons fait de notre mieux et en ce qui concerne les mesures suivantes, toutes les mesures, en tout cas tous les outils éducatifs que nous allons mettre en place, passeront plus souvent, alors, nous ferons intervenir davantage les différents acteurs, même chose en ce qui concerne les garanties, la sensibilisation, l'éducation. Nous utiliserons donc le comité des athlètes qui sera notre ambassadeur pour faire passer le message auprès des athlètes. En effet, ce sont eux qui ont les liens les plus étroits avec les athlètes. Gigi va maintenant nous dire ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, avec World Players, nous dire pourquoi c'est important. 2 aspects ici, me semble-t-il. D'une part, les recherches nécessaires qui doivent être menées et deuxièmement, voir comment ces affaires sont gérées pour l'instant. On doit tous convenir, je crois, que nous sommes dans une situation de crise aujourd'hui dans le sport en ce qui concerne la protection des athlètes et des enfants. Et je crois que ça a été un vecteur puissant lorsqu'il s'est agi de faire intervenir les organes sportifs autour d'une même table, mais ça a également été
une alerte pour la communauté des droits de l'homme et la communauté des droits des enfants. C'est un moment qui permet de rapprocher ces différents savoir-faire. Mais maintenant, il nous faut des résultats concrets pour les individus qui ont été touchés par cette crise. Et il faut un véritable engagement à changer le système qui a été propice à ce genre de choses. Nous avons commencé donc par mener des recherches à World Players. En 2017, nous avons adopté une déclaration sur la garantie des droits des athlètes enfants. En fait, il ne s'agissait que d'appliquer les normes internationales aux athlètes enfants. Ce n'est pas comme si nous avions inventé de nouvelles règles, de nouveaux droits. Il s'agissait simplement de nous assurer que nous ayons un niveau de référence en ce qui concerne les normes minimales et les attentes minimales. Aujourd'hui, nous menons des recherches, nous intégrons ces normes internationales dans des mesures mondiales qui reprendront la Convention relative aux droits de l'enfant, la Déclaration universelle des droits, les garanties internationales des enfants dans le sport. Et tout cela sera transmis aux athlètes professionnels actifs à l'heure où je vous parle et aux différentes associations pour qu'elles nous fassent part de leur retour d'informations sur ces droits à protéger qu'ils auraient dû connaître et qui auraient dû être protégés. En d'autres termes, ce n'est pas une étude qui se fonde sur les avis ou les opinions, où les gens disent qu'ils s'intéressent particulièrement à une question, ou qu'ils connaissent cette question, ou utiliser l'étude en tant que telle pour les éduquer, pour identifier les lacunes. La phase suivante, c'est le plaidoyer. Cette étude pilote donnera lieu à des mesures mondiales qui pourront être reprises dans d'autres contextes et durer dans le temps afin de pouvoir mesurer les changements dans le cadre de ce changement culturel, de ce changement paradigmatique en cours. Et en outre, il sera sorti de recommandations claires au gouvernement, aux organismes, aux associations de sportifs pour rendre le sport plus sûr pour les enfants à l'avenir. Merci Gigi. Je vais vous demander de donner la parole à Aaron. Ces 20 dernières années, j'ai pu constater qu'il était difficile pour les organisations sportives de faire intervenir les jeunes qui manquent de confiance. Aaron va nous expliquer pourquoi il est si important que les jeunes participent aux solutions qui les concernent et nous dire comment il est devenu ambassadeur. À mes yeux, l'élément le plus important, c'est de consulter les jeunes en ce qui concerne les politiques et la conception partagée de différents programmes. Et il en va de même d'ailleurs pour la gestion quotidienne d'une organisation sportive. C'est plus logique d'un point de vue logistique, c'est la bonne chose à faire, de toute façon, c'est la chose éthique à faire. Et puis, lorsqu'on autonomise les jeunes ainsi, c'est tout à fait fantastique, et c'est moi qui parle sur la base de ma propre expérience ici. J'ai eu la chance de participer aux travaux de l'association des Jeux du Commonwealth en Irlande du Nord. Ils ont été fantastiques, ils m'ont donné la possibilité d'être consulté sur une déclaration relative au sport et aux droits de l'homme. Comme Gigi le disait, il s'agissait d'avoir une référence pour les jeunes et pour toute personne dans les sports, toutes les parties prenantes qui ont maintenant un niveau de référence en ce qui concerne les droits de l'homme, avant de passer à autre chose. C'est donc la bonne chose à faire, c'est la chose juste à faire, qui plus est. Et il est très important que les jeunes soient consultés sur tous les aspects, et pas uniquement lors de la prémisse, tout au long du projet. Les associations sportives ont été fantastiques de ce côté-là. Elles travaillent de manière continue avec les jeunes pour mettre en place ces normes pour les jeunes. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile. En tant qu'organisation sportive, ça peut être difficile, ça peut être onéreux. C'est certainement pas la solution la moins chère, mais c'est la bonne chose à faire et c'est la chose juste à faire, comme je le disais. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui relève de la responsabilité de ces organisations, mais cela relève également de la responsabilité des individus vis-à-vis des jeunes.
Aaron, question. Comment êtes-vous rentré dans ces projets? À l'origine, je travaillais dans un petit club de jeunes où je m'étais porté bénévole. Et au fil du temps, un certain nombre d'opportunités se sont présentées. J'ai pu co-concevoir un certain nombre de programmes et puis, peu à peu, je suis rentré dans le programme des jeunes dirigeants par le biais du trust, d'un fonds fiduciaire qui a été extraordinaire et qui a organisé plusieurs sessions sur la sécurité. En tant que jeune, je me suis senti autonomisé, j'ai pu savoir séparer le bon du mauvais, savoir quelles mesures prendre, etc. Et il m'a semblé que c'était une première étape extrêmement importante pour moi. Merci. Aaron, vous allez nous en dire davantage sur votre expérience en ce qui concerne la formation à la sécurité, mais on verra ça plus tard. Je vais m'adresser maintenant à l'une des autres oratrices. Parlez-nous de la mise en place de votre organisation. On a parlé de voie de recours et on a dit qu'elle était importante. Qu'en est-il de votre système de gestion des plaintes? Est-ce que cela a été testé? Oui, cela a été une courbe d'apprentissage assez pentue, je dois le reconnaître, et nous avons beaucoup appris au fil des affaires. Et dans le cadre de la conception des politiques à venir, nous pourrons tenir compte de ces expériences. Une des choses que nous avons apprises et qui fonctionne bien, c'est l'indépendance de l'équipe de garantie des autres structures au sein de l'organisation. Il y a des avantages et des inconvénients à cela, mais les avantages sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients. D'une part, on protège les affaires de toute influence extérieure ou de toute immixtion. Les fédérations sportives, comme vous le savez, sont extrêmement politiques. C'est ainsi qu'elles fonctionnent. Les gens disent « Ah, le sport est loin de la politique », c'est loin d'être vrai. Il y a des élections, j'en passe, enfin bref. Les gens essayent d'avoir des influences sur certains processus, vont appeler le secrétaire général, le président, au sujet d'une affaire dont ils ont entendu parler, une affaire en cours, et essayent de plaider dans un sens ou dans l'autre. Et nous avons remarqué que nos directeurs peuvent dire la main sur le cœur qu'ils n'ont aucune influence sur ces affaires. À vrai dire, lorsqu'on en est à la prémisse de l'affaire, ils ne savent même pas que l'affaire est en cours. C'est ainsi qu'on agit à l'heure actuelle. On garde tout ça à l'interne jusqu'à ce que nous soyons suffisamment à l'aise pour passer par exemple à la phase d'enquête. Et c'est à la phase d'enquête parfois qu'ils reçoivent un appel en disant « Écoutez, est-ce que vous savez que telle et telle chose s'est produite ?» Auquel cas ils pourront dire non. Bref, cela donne énormément de pouvoir à notre groupe. Nous pouvons suspendre officiellement des représentants, y compris d'ailleurs des membres du conseil d'administration, ce qui est une grosse responsabilité. Mais je pense que cela démontre quand même que nous sommes engagés vis-à-vis d'une prise en charge transparente des affaires. En ce qui nous concerne, le document de procédure n'a toujours pas été publié. Nous aurons une réunion du conseil d'administration dans quelques semaines. Et ensuite, on publiera ce document. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas eu d'affaires à gérer. D'ailleurs, à vrai dire, après avoir organisé des ateliers dans notre congrès, la sensibilisation était déjà renforcée et nous avons donc été saisis de davantage d'affaires. Qu'est-ce que j'en ai appris? Eh bien, tout simplement que la procédure est extrêmement complexe, le processus est très complexe plutôt, qu'il est impossible d'avoir une politique ou une procédure parfaite qui pourrait prévoir tout scénario possible. En effet, il y a tant de situations où il est très compliqué de savoir où se trouve la frontière, la ligne est ténue. Ce qui explique pourquoi les fédérations ont été lentes. De notre point de vue, en tout cas, nous n'avons pas agi de manière extrêmement précoce parce que nous avions peur. Pardon, ce n'est pas la peur, c'était le manque d'expérience et de connaissances qui en était la cause. Et il faut que cette culbute se fasse.
Parfois, ce que les gens de l'extérieur ne comprennent pas, c'est la limite extrême des ressources dont nous disposons. Vous dites peut-être que c'est une question de priorité. Est-ce que vous pensez que les garanties ne sont pas une priorité, en d'autres termes? Mais non, c'est loin d'être le cas. Alors vous me direz peut-être, oui, mais il ne suffit que d'embaucher une personne chargée des garanties. Oui, mais ça représente, par exemple, 8 ou 10% de notre budget en ressources humaines. Ce n'est pas rien. S'il y a quelqu'un dans la salle qui pense que les organisations sportives n'en font pas suffisamment, je ne peux pas parler au nom de toutes les organisations sportives, cela va sans dire, mais je leur répondrai qu'il y a des aspects parfois difficiles à comprendre lorsqu'on est à l'extérieur et que ce n'est pas forcément une absence de volonté, mais plutôt, donc la volonté est au rendez-vous, c'est simplement la difficulté que nous avons à faire face à toutes les situations qui peuvent surgir quotidiennement. Par le passé, les organisations sportives n'avaient pas ce rôle d'être saisies d'affaires comme celle-ci. Il nous faut un peu de temps pour nous y habituer. Je pense qu'il y aurait une solution extrêmement rapide. Une fois que la déclaration sera rendue publique. Nous pourrons alors rédiger des procédures, une politique et publier ces documents. Peut-être enterrer ça sous d'autres documents sur notre site internet, ça pourrait être fait. Mais nous avons choisi d'agir différemment. Nous avons décidé d'attendre un peu, de prendre notre temps, de tirer des apprentissages de notre propre expérience, de celle d'autres fédérations, et c'est la raison pour laquelle il a fallu tant de temps, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien fait. Merci beaucoup. Gigi, que disent les athlètes? Comment souhaitent-ils que leurs plaintes soient prises en charge? Merci. Je crois que tout cela nous ramène aux commentaires que nous avons entendus précédemment. C'est un domaine dans le cadre duquel il y a une véritable volonté de changement. La question, me semble-t-il, est liée à d'autres domaines où il y a moins de volonté de changement. Les athlètes souhaitent qu'il y ait une réforme complète, systémique, car c'est un système, le système précédent, qui a permis que les abus se produisent. Il y a encore beaucoup de travail à faire, me semble-t-il. À court terme, tout d'abord, nous devons résoudre les affaires d'abus de toutes sortes, physiques, psychiques, mentaux, et les négligences vis-à-vis des athlètes qui parfois permet à ces faits d'avoir un effet toujours plus délétère. Lorsqu'il n'y a pas de volonté, alors là où il n'y a pas de volonté politique, c'est lorsqu'il s'agit de modifier cette balance des pouvoirs qui a été propice à la multiplication de ces affaires. Et c'est là que les athlètes sont toujours plus nombreux pour dire qu'ils souhaitent être représentés pour toutes les décisions qui les touchent. Si ça avait été le cas dès le début, les abus, la crise que nous connaissons n'aurait pas duré aussi longtemps. Ce que les athlètes souhaitent vraiment, c'est ne pas être perçus comme faibles, comme inutiles, comme s'ils devaient finalement attendre que les organisations sportives leur fournissent un outil clé en main de gestion. C'est plutôt le contraire. Voyez les survivants qui se sont exprimés. Pendant très longtemps, reconnaissons-le, les affaires n'étaient pas rendues publiques jusqu'à ce que les survivants aient 40 ou 50 ans. Donc on peut toujours mettre ça sous le boisseau en disant écoutez, c'est arrivé il y a longtemps, ça ne se produit plus aujourd'hui. Mais il y a des affaires qui se produisent aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avec des athlètes qui se plaignent et qui portent plainte. Voyez ces athlètes, ce sont des modèles de force. Ali Raisman, gymnaste américaine, n'est pas faible, n'est pas une femme sans ressources. Regardez les femmes afghanes, Kelly et Khalida, la force qu'il a fallu pour porter plainte. Hashim Suki, également en Corée du Sud, et son équipe, qui ont révélé les viols en série de la part de leur entraîneur, et bien d'autres cas encore. Vous avez parlé de Mary Cain plus tôt. Lorsqu'on regarde sa vidéo, on voit la puissance qu'il y a dans sa voix tout à fait remarquable. Et là, on doit se poser la question de savoir
Comment se fait-il que des individus aussi puissants et courageux, aussi conscients d'eux-mêmes, soient soumis à une telle forme de violence? C'est parce ils luttent contre des forces encore plus puissantes qu'eux, et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de compenser ou d'équilibrer ces pouvoirs. Que souhaitent les athlètes en ce qui concerne les plaintes? D'abord que ces droits soient reconnus et d'autre part qu'on reconnaisse la responsabilité des organes sportifs qui doivent être chargés du respect des droits de l'homme. Le premier principe, c'est de ne pas causer de dommages, do no harm en anglais, et connaître les vulnérabilités, savoir quels sont les risques dans un système donné. C'est un cadre très clair. La première étape constitue un engagement vis-à-vis de ces droits, puis ensuite mener des recherches et apporter des voies de recours lorsque des dommages ont été causés. C'est une première étape parce que la mise en œuvre est la partie dont nous parlons ici aujourd'hui. Mais cette question des abus d'enfants, des athlètes dans le domaine sportif, c'est justement là que tout commence. Merci. Avant de demander à Anne de nous dire ce que pensent les enfants, j'aimerais reprendre un certain nombre d'éléments qui sont sortis du débat d'hier aujourd'hui. D'abord, le recours au terme. Nous ne devrions pas faire référence à ces choses comme étant historiques. Elles ne sont pas historiques. Ça les repousse trop loin dans le passé. Beaucoup de gens vivent encore quotidiennement avec la trace de ces événements. Des enquêtes ont été menées dans le cadre d'allégations dans le football. La première question que posent les policiers dans ces cas, c'est de savoir s'il y a un risque réel actuel, afin qu'ils agissent si tel est le cas, si d'autres personnes sont touchées. Et dans le domaine sportif, ce qui n'est pas le cas pour d'autres domaines où c'est de 40 à 50%, on s'est rendu compte que 90% des affaires présentaient des problèmes de sécurité, soit parce que les gens travaillaient directement avec des enfants et n'auraient pas dû, soit parce qu'il y a un effet de répercussions, problème de mariage, problème sur les enfants, et tout le monde est finalement touché. Il y a des athlètes qui se suicident parce qu'ils ne savaient pas que ça se produit, enfin, qu'ils ne savaient pas que ce genre de choses se produisaient. Donc, quand on parle de gestion des cas, il ne s'agit pas uniquement d'audience et d'enquête, il y a tous les éléments qui doivent être mis en œuvre également, et il faut en tenir compte. Il est rare qu'on demande aux jeunes ce qu'ils pensent. Parfois, on pense qu'on sait ce qu'ils pensent, mais je pense qu'il faut leur demander pour vraiment le comprendre. Donc, Aaron, vous avez la parole. Le thème récurrent, le problème récurrent qui revient constamment comme un marronnier, c'est le harcèlement, bullying en anglais, dans l'étude de SPCC. Alors, c'est à double tranchant en un sens. Bien souvent, c'est lié à la situation. Ça peut être parce qu'on a un corps incroyable, parce qu'on est tellement doué dans un sport. Et un jeune, peu importe, peut faire l'objet de harcèlement, quelle que soit sa situation. C'est dur pour les jeunes de surmonter, d'ailleurs, cela. Ce n'est pas uniquement des abus infligés par les personnes d'influence ou par les entraîneurs qui devraient nous inquiéter, c'est également les pères et les homologues. Et il faut qu'il y ait une politique qui soit mise en place à cet effet pour protéger les jeunes. You can't have one Alors il faut ne pas avoir une approche générale pour tous les scénarios, pour tous les jeunes. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Il faut une approche adaptée. Il faut bien réfléchir dans le cadre de la conception des politiques de protection des jeunes. Autre question à laquelle je suis confronté dans mon domaine, cette notion de faire l'objet de condescendance. It's a huge thing for me. C'est vraiment très important pour moi.
Ouais, quand on nous tapote sur la tête en disant «Oh, c'est bien, mon petit». Non, moi, je suis là pour agir. Je ne fais pas pour les autres. Je suis ici pour parler au nom des jeunes, parler des problèmes auxquels ils sont confrontés, car ils sont réels, et ce, dans tous les secteurs de la société. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je voudrais vous poser une question, Aaron. Si on pouvait déterminer ce qu'est le succès, quelle aurait été votre réponse? Si je réussis, eh bien, je serai à nouveau ici. Et si je suis ici, je ne veux pas avoir à répéter sans arrêt que j'ai fait ce qu'il fallait. Il faut que les choses soient mises en place. Je suis un jeune, je parle pour les jeunes, et je vous dis à tous que des choses doivent être mises en place. Il faut qu'il y ait une reddition de comptes, et il faut que les jeunes puissent contribuer à améliorer la situation. Merci, Aaron. Dernière question. Le rapport du SPPC qui a été financé il y a quelques années par l'UA, on demandait ce qui préoccupait les jeunes et on leur a demandé vers qui se retournent-ils pour l'aide. Alors, les réponses n'étaient pas évidentes. Dans le rapport, on a découvert que c'était des coachs, c'est vers les coachs ou des jeunes vers lesquels se tournaient les jeunes, pas les parents. En fait, ce qui compte, c'est la confiance et le respect mutuel. Le monde du sport est assez fermé. Le nombre de clubs sportifs, les possibilités ouvertes sont extrêmement nombreuses. C'est difficile. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un niveau de confiance. Mais certains abusent de cette confiance, malheureusement. Et il faut que les jeunes sachent ce qui est bien et mal. Il faut qu'ils aient un sens des responsabilités, il faut qu'ils jouent un rôle dans leur propre sécurité. Merci, Aaron. Les jeunes nous ont dit également qu'il est peu probable qu'ils se tournent vers leurs professeurs. Ils ont plus confiance dans leur coach de sport. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a du fait qu'il y a une proximité très grande. Neth Cohen a une déclaration à faire. Région Asie-Pacifique. Voulez-vous prononcer votre déclaration? Bonjour, je viens du Cambodge. Je suis membre du groupe spécial de l'UNESCO Asie-Pacifique pour le sport. Je voudrais vous faire part du point de vue des jeunes de la région Asie-Pacifique pour que le sport devienne plus sûr. Ces informations ont été collectées dans le cadre de l'équipe spéciale de l'UNESCO. Il y a 4 domaines de préoccupation, sujets de préoccupation. Tout d'abord, un problème important lié à la violence et à l'abus de la part des coachs. Nous souhaiterions qu'il y ait une plus grande sensibilisation à l'importance des mesures de sauvegarde prises au niveau des entraîneurs. Ensuite, il y a la question de la discrimination fondée sur le genre.
Nous aimerions que l'on travaille plus à la sensibilisation à ces questions. Et puis, autre point important, c'est le changement climatique. Enfin, il est de plus en plus difficile d'avoir des espaces sûrs pour les jeunes. Il devrait être obligatoire que les formateurs suivent des formations, les entraîneurs suivent des formations à ces mesures de sauvegarde pour les jeunes, les enfants. Merci beaucoup. C'est un point très important. Ça nous amène nos autres questions sur l'éradication de l'ignorance, sur le fait d'utiliser l'éducation et la formation pour tous. Nous allons commencer par Aaron, qui nous dit que souvent des gens deviennent très nerveux lorsqu'il s'agit de faire participer les jeunes pour qu'ils parlent de protection. Pouvez-vous nous parler de votre expérience, de cette formation aux mesures de sauvegarde? Pourquoi c'est important pour les jeunes? Lorsque j'avais 15 ou 16 ans, nous avons reçu une formation pour ces mesures de sauvegarde, de protection, pour nous aider à nous autonomiser, pour que nous changions nous-mêmes d'état d'esprit. Ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer ailleurs. On nous a donné cette formation, mais on nous a aussi donné accès à des outils, des ressources pour aider les jeunes, d'autres jeunes. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que je peux défendre mes propres droits, mais nous avons également eu un rôle de facilitateur, que ce soit pour l'établissement de bonnes relations ou bien la résolution de conflits un peu partout en Irlande du Nord. Donc, il s'agissait d'autonomiser les jeunes. Certains disent que cette formation devrait être réservée à des personnes plus âgées, mais ce n'est pas vrai. Plus on est jeune, mieux c'est. Les enfants représentent l'avenir. Il faut que cela soit connu par les jeunes. Les jeunes qui ont été formés grandissent, vieillissent, et ces choses ne peuvent pas être appliquées du jour au lendemain. Je veux ceux qui travaillent oui, pour ce qui est de l'éducation, nous avons prévu de faire des choses, mais il est important de dire que, de notre point de vue, nous ne voulons pas que le sujet des sauvegardes porte uniquement sur les athlètes ou les enfants. C'est un sujet qui concerne tous les domaines de notre vie. Tous ceux qui font du sport pourraient être affectés. Pour l'éducation également, il faut savoir que ça doit concerner tout le même, pas uniquement les enfants et les athlètes, mais aussi les responsables, les coachs, les volontaires. Et à cet égard, j'espère que le travail réalisé par les fédérations internationales soit repris au niveau national également et qu'il y ait suffisamment d'organisations pour y contribuer au niveau national. En effet,
Nous essayons de faire de notre mieux. Par exemple, nous travaillons avec des jeunes de 16 à 18 ans, et ça ne veut pas dire que des enfants de moins de 16 ans n'ont pas un rôle à jouer. Ils le font dans leur club, chez eux. Et donc, il faut que tous les tireurs à l'arc puissent être sensibilisés. Nous espérons que dans tous les pays, il y ait des choses qui soient faites, mais lorsqu'on regarde la réalité, le niveau de progrès diffère énormément. Dans certains pays occidentaux, on est allé plus loin par rapport à ce que fait la sécurité internationale. Dans certains pays, en revanche, on n'a même pas commencé à en parler. Il faut faire une distinction entre la sensibilisation et l'éducation, parce qu'il y a une différence importante entre les deux, parce qu'on peut dire à tout le monde, oui, nous avons une politique, nous avons une structure, mais pour qu'il y ait une éducation, il faut plus de ressources, il faut plus de temps. Nous avons travaillé avec Sports International parce qu'on a dit il faut en fait vraiment bien tout organiser, tout bien regarder ce qui se passe à son niveau avant de se lancer dans la formation. Le conseil était concret. Mais le problème, c'est que s'il y a toute une série de cas, il faut y faire face, même si on n'est pas prêt. Il y avait des informations concrètes qui étaient très utiles pour nous. Nous devons dire à nos fédérations nationales que nous devons faire telle ou telle chose, mais parfois, dans des fédérations internationales, tout le monde sait que la structure du sport est triangulaire. Il y a les fédérations internationales au sommet. Parfois, on a l'impression qu'il y a une tour d'ivoire. On dit, nous devons leur montrer que nous agissons d'une manière autonome, que nous appliquons les choses dans nos sièges, mais il faut partager nos luttes, nos défis, parce que nous ne vivons pas dans un monde parfait. Tout n'est pas couvert, tout n'est pas réalisé. C'est une partie importante. Ça va être difficile, c'est une bataille, mais nous devons la mener ensemble. Il faut reconnaître nos faiblesses aussi. On peut demander de l'aide aux fédérations. On n'a pas uniquement se contenter de dire aux fédérations ce qu'elles doivent faire. World Players Association a des normes pour le développement et le bien-être, et c'est quelque chose qui a été développé par ceux qui nous sont affiliés. Et donc, c'est devenu une mesure prise au niveau mondial que d'autres peuvent suivre. Donc, nous sommes fondés sur les expériences, les bonnes pratiques. On essaie de renvoyer cela sur le terrain pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit pratiqué de manière plus large. L'éducation doit être associée à des incitations et il faut qu'il y ait des ressources. Ce qui est important, c'est l'accès à la compétition et aux recettes qui sont liées à ces compétitions. Il est important de s'assurer que ces normes deviennent obligatoires, qu'il y ait une approche holistique. C'est l'éducation, mais il faut aussi qu'il y ait vérifier que c'est appliqué.
Merci, Gigi. Alors, je voudrais parler de l'importance de la recherche, mais le problème, c'est qu'il peut y avoir, lorsqu'il y a des protections d'enfants, pour les enfants qui sont mises en place, il faut aussi mettre des programmes de protection des adultes. Donc, qu'en est-il? Donc, alors, pour les enfants, évidemment, la question est plus sensible. Si nous devons accorder une priorité, ce sera les cas concernant les enfants qui seront considérés comme prioritaires. Je pense que Anya a plus d'expérience à ce sujet. Je dirais que pour l'instant, nous n'avons pas vraiment d'enseignement à tirer dans ce domaine. Merci, Siret. Je pense que pour ce qui est des adultes, nous voyons que c'est des aspects plus multiples. Ces personnes se sont peut-être connues de différentes manières tout au long d'une carrière. Il y a des personnes de 60 ou 70 ans qui peuvent aussi faire l'objet de harcèlement ou d'abus. Mais ce qui est difficile, c'est une distinction, savoir si c'est simplement une rivalité qui dure depuis des années et les cas où il s'agit véritablement de harcèlement ou d'intimidation. Je ne suis pas experte dans ce sujet, dans ce domaine, mais pour les adultes, les cas d'adultes sont plus complexes. Alors, il peut y avoir des cas de litige entre des personnes et les personnes pouvaient utiliser ces politiques de lutte contre le harcèlement. Il y a une instrumentalisation parfois. C'est difficile parce qu'il y a des cas où c'est simplement où c'est vraiment parole pour parole. Il y a des cas de viol, de crimes véritables. Mais il y a des cas où il est difficile de déterminer quelle est la vérité. C'est ce qui s'est passé dans des cas où il y avait des adultes. Il faudrait peut-être quelque chose de plus général. C'est la différence que nous avons remarquée en tous les cas entre enfants et adultes. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu lorsque il y a des enfants en jeu, il faut qu'il y ait plainte, il faut que les choses se passent. Alors, lorsqu'il y a des adultes, c'est différent. Il faut déterminer si les personnes sont prêtes à témoigner, etc. Je voudrais poser des questions à Gigi sur les recherches et sur les évaluations. Dans votre introduction, vous avez mentionné les recherches qui ont lieu au Canada dans le cadre d'une collaboration entre l'Université de Toronto et Athletes Can, qui représente des athlètes de différents sports au niveau olympique. Et il y a eu des résultats très étonnants. Il y a un millier d'athlètes actuels ou passés, mais surtout actuels, qui dit que pour 75%, ils avaient été confrontés à des formes de mauvais traitement dans le sport. C'est absolument fou. Donc, il devrait y avoir des changements dans le pays pour mettre en place des politiques pour un sport sûr et des mécanismes de recours au niveau national et traitement des cas au niveau national. World Players a mené des recherches. Nous pensons que ça doit se fonder sur une politique générale. Ce n'est pas uniquement quelque chose de purement théorique. Il faut agir. Nous devons concevoir nos recherches de manière à ce que ce soit lié à une intervention. Mais il faut être prudent parce que
On ne sait pas si notre méthodologie est tout à fait appropriée. Il y a un cadre biomédical, alors qu'il s'agit plutôt de recherche sociale, de sciences sociales. À l'Université de Bath, des recherches sont menées sur les nouvelles méthodologies qui pourraient être utilisées. Nous devons savoir aussi qui n'est pas couvert par nos recherches. Il y a une expérience dans le monde, dans le sud du monde, plus exactement. Enfin, il faut commencer. Il faut avoir le courage de poser les questions et d'une manière qui fasse ressortir des cas éventuels. Certains ont peur que cela revienne à ouvrir la boîte de Pandore, mais ça veut dire qu'on n'a pas le bon point de vue. Le fait de dire que nous voulons comprendre l'ampleur du problème pour le résoudre, ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Je ne sais pas si on y reviendra. Ce que je veux dire, c'est que notre projet, c'est le projet CARE, recensement sur l'expérience des athlètes et leurs droits. Nous travaillons avec des partenaires universitaires. C'est une étude particulièrement importante pour nous. Ce sont des recherches méthodologiques, mais nous posons des questions. En particulier, est-ce que nous pouvons améliorer ces recherches et faire en sorte qu'elles aient plus d'impact? Corey Fasser a demandé la parole, coprésidente du réseau Recherche et Preuves. Il y a eu une première réunion et ils vont faire une autre réunion avec des chercheurs du monde entier qui seront invités au Québec. Harry, avez-vous une question à poser? Tout d'abord, Mary Robinson, présidente du sport des droits de l'homme. Je suis désolée de ne pas avoir été absent hier. Je suis heureux d'entendre de l'accent irlandais, de l'accent d'Irlande du Nord dans les deux tables rondes. Alors, je voudrais parler à Marie. Vous êtes allée au Rwanda. Pouvez-vous nous en parler? Il est bon d'entendre les jeunes directement, en particulier d'Asie. Mais quelle était votre expérience? Kigali, c'était vraiment très important. Donc, c'était Aaron. On a rencontré des jeunes dont je me suis sentie proche. Ils ont la même attitude que nous. Nous avons eu la possibilité d'apprendre des choses sur l'histoire du Rwanda. C'est une expérience incroyable pour moi. Voir des jeunes Rwandais qui avaient la même attitude que nous, qui souhaitent progresser, qui veulent aller de l'avant. Mais il y a aussi un sentiment de communauté, d'unité entre nous. Comme ça, il a été dit hier, il y a cette question de dignité qui est un élément dont on a parlé hier et qui est essentiel. Nous voulons tous assurer la dignité et le respect de tous. Et ensemble, nous voulons avancer. Il y a beaucoup de parallèles possibles. Cette idée d'action collective est vraiment très, très intéressante et nous devons agir ensemble pour améliorer l'avenir de tous. C'était une expérience formidable pour moi. Une jeune femme du Rwanda, voulez-vous intervenir? It's a very interesting point that Aaron just made. Ce que Aaron a dit est très intéressant. Je pense que Agachiro, soit la valeur de la dignité, ça ne doit pas être uniquement réservé aux Rwandais, mais cela concerne tout le monde. C'est un bel exemple de résilience. Merci.
Merci. Catherine? Merci. Merci aux différents orateurs et merci également Marie Robinson, merci pour le travail qui est réalisé. Et merci d'avoir parlé de notre accent. Question à Siret. Vous avez parlé de la manière dont vous gérez les cas, et en particulier comment vous établissez des compétences pour les enquêtes et le lien avec des autorités nationales si c'est quelque chose qui a lieu au niveau national. Il y a des questions de compétences et c'est très intéressant, j'aimerais voir. Notre expérience est limitée, mais d'une manière générale, nous avons suivi un principe, tout d'abord, que le groupe des personnes qui gèrent ces cas ait la taille voulue, ni trop petit, ni trop nombreux. Il faut qu'il y ait des gens qui sont vraiment indispensables pour ce cas. Chaque cas est différent. Anne a parlé de harcèlement physique, sexuel ou psychologique. Et c'est important, il faut que l'on comprenne comment aborder ces questions. Nous avons identifié des gens qui pouvaient nous aider. Si c'est uniquement au niveau national, ce n'est pas quelque chose qui a lieu lors de nos manifestations, mais dans le cadre d'une manifestation de membres de notre association. Nous essayons de déterminer si ce pays, cette fédération, ce comité olympique a une procédure en place. Alors, si c'est possible, on s'adresse à eux et ensuite, nous attendons les résultats. Il en va de même pour ce qui est de la police. Nous attendons les résultats de l'enquête de police ou des sanctions éventuelles. Et ensuite, nous évaluons pour déterminer s'il y a des risques pour les participants. En général, lorsque cela est possible, nous reconnaissons les décisions. Donc, s'il y a une décision de suspension au niveau international, il faut évaluer si c'est une décision équitable. Et nous acceptons l'inverse. Si nous suspendons quelqu'un, nous acceptions qu'un travail de vérification soit mené. Nous aussi, nous avons des reconnaissances mutuelles. Je dois dire que lorsque l'on parle du système pénal, il y a des différences. Au niveau de la FIE, nous avons un règlement général. Il y a le principe nous avons, en fait, nous pouvons, toute personne qui est enregistrée à une manifestation organisée par la FIE peut être couvert par nos actifs. Et une personne extérieure à la communauté peut également s'adresser à nous si ça concerne une personne qui relève de notre compétence. Nous avons eu un cas en Europe de l'Est qui est en cours. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un cas particulier parce que la personne qui faisait les allégations a porté plainte également au niveau de la police. Donc, il y a eu à un moment donné une enquête parallèle. Ensuite, il y a eu des pressions, il y a eu des informations erronées. La personne qui a fait cette allégation a retiré sa plainte au pénal
mais elle m'a dit qu'elle était informée que les deux affaires ne pouvaient pas être menées en parallèle. C'est un exemple, c'était faux. Donc ces personnes se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Ce ne sont pas des juristes, ce ne sont pas des anglophones. Donc la situation est compliquée du fait que la plainte a été retirée au pénal. Or, quand il y a une affaire pénale, nous avons encore plus la possibilité d'agir. Lorsqu'il y a une personne a été inculpée au titre au niveau du système pénal, on est innocent jusqu'à ce qu'on n'ait pas prouvé la culpabilité, mais nous agissons du point de vue de la sauvegarde. Nous disons, est-ce que tant que cette enquête est en cours, cette procédure est en cours, est-ce que cette personne doit vraiment entrer en contact avec les éventuelles victimes ou nous pouvons justifier nos décisions, mais évidemment, nous n'avons pas de décision parfaite. Donc, vous appuyez sur le système pénal pour protéger. Mais si c'est uniquement ça, il n'y a que 3 à 5 % des cas qui aboutissent au pénal. Quelqu'un essaye de parler depuis pas mal de temps. Merci beaucoup. J'ai oublié de me présenter ce matin. Je m'appelle Willie Lilchild. Je suis le chef international des traités 6, 7 et 8 au Canada. Le Canada a été mentionné ce matin, mais je souhaitais établir un lien rapide avec le débat d'hier sur les voies de recours. Je me pose la question de savoir s'il y a, dans le cadre des voies de recours, une place à la pertinence culturelle. Je dis cela car dans le cadre des directives entre les droits de l'homme et sur les droits de l'homme et les entreprises, il y a, me semble-t-il, cette lacune de la pertinence culturelle. Quelqu'un ce matin a mentionné la santé psychique. C'est la raison pour laquelle je souhaitais établir un lien avec notre conversation d'aujourd'hui quand on parle de sécurité, de garantie et de protection des droits des athlètes. On constate qu'avant d'agir, il faut qu'il y ait un cadre de sécurité. Et par cadre de sécurité, je veux dire une protection contre les abus physiques et psychologiques. Il faut qu'il y ait une protection contre le harcèlement, les abus sexuels, psychologiques et j'en passe. L'élément le plus important est la pertinence culturelle, me semble-t-il, et je me demande si dans le cadre de ces débats, nous pourrions réfléchir à ce filet de sécurité, un filet de sécurité qui tiendrait compte de la pertinence culturelle, justement, pour garantir et protéger. Merci. Je suis désolé, j'entendais mal, je suis complètement sourd d'une oreille et je n'avais pas l'oreillette. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, quelle que soit la manière dont nous mettons cela en œuvre, il y a une diversité colossale des cultures, tant dans le monde du sport qu'en dehors du monde du sport. Il faut en tenir compte lorsque l'on met en œuvre des projets dans un contexte aussi divers. Il faut que les différentes parties prenantes puissent y participer. J'espère que j'ai pu répondre simplement à cette question. Nous verrons également ce que dit la rapporteure spéciale dans son rapport à ce sujet. Une dernière question et ensuite il va falloir conclure. Merci. Bonjour. Saurabh Mishra, je suis indien, je fais partie du programme pour les jeunes professionnels du Commonwealth dans le cadre du sport pour l'appel développement. Il est bien étayé que les avantages de la participation à l'éducation sportive et au sport en général peut être très bénéfique pour les enfants. Mais du fait de son professionnalisme dans les
du fait de leur professionnalisme, les sports compétitifs remettent en cause un certain nombre d'éléments pour les enfants. Bien souvent, il y a de la traite, des abus psychologiques et physiques, et bien souvent, la responsabilité du bien-être des enfants et des adolescents est reléguée aux États ou aux organisations nationales et agences nationales. Au niveau des organisations sportives internationales, cela étant dit, y a-t-il des politiques normalisées concernant l'âge minimum pour les sports de compétition ou des protocoles normalisés régissant le mouvement des enfants et des adolescents lorsqu'ils participent à des activités sportives? Je vous remercie. Que je sache, non. Ça dépend en effet considérablement du sport dont on parle. On ne peut avoir qu'une approche au cas par cas. On ne peut pas comparer par exemple la gymnastique avec le rameur. Les âges sont bien différents. Il y a peut-être soit des limites, mais si vous exigez des recommandations pour un âge minimum pour un sport donné, que je sache, ça n'existe pas. Non, effectivement. Pardon, je suis en train de crier dans ma propre oreille, dit l'oratrice. Il s'agit essentiellement de sport individuel, notamment lorsqu'on évoque les effets sur certaines catégories d'âge, la gymnastique par exemple, lorsqu'on réduit l'âge pour entrer dans certaines compétitions internationales, mais cela a également entraîné un certain nombre d'abus. Des gens ont menti sur leur âge. Même chose pour les sports à fort impact, comme le rugby. Il faut voir à quel âge on peut commencer du fait des risques de blessures, mais c'est une autre question. Merci de cette question qui doit être prise en compte également. Là, je dois vraiment conclure. Une dernière question. Une dernière question. Est-ce que le micro fonctionne? Très bien. Écoutez, ce n'est pas une question. Il s'agit plutôt de quelque chose dont je me réjouis. Nous sommes tous d'accord, me semble-t-il, pour dire que les abus ont lieu du fait du pouvoir et d'une distribution mauvaise du pouvoir. Pour réduire les probabilités de telles occurrences, il faut faire entendre la voix des gens tout en bas de l'échelle et réduire le pouvoir qu'ont les plus puissants. Je suis heureux d'ailleurs que nous ayons parmi nous Aaron. Aaron est l'avenir et il nous dit finalement qu'on prend ça au sérieux. Et il fait un travail de plaidoyer à un très jeune âge et je lui dis bravo, vous êtes l'avenir, c'est ce que je veux entendre et je suis heureux de vous entendre. Peut-être pourrions-nous en parler plus tard. Oui, merci. Il a bien dit qu'il était le maintenant également. Je remercie très sincèrement les oratrices et orateurs.